Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me paraît vraiment important pour les années à venir, qui est ce que je nommerais l'urgence de la désescalade en Ukraine, c'est-à-dire l'importance, en d'autres termes, de ne pas transformer l'incontestable victoire actuelle, je vais expliquer pourquoi, de l'Occident, non pas de l'Ukraine, mais de l'Occident en défaite. Alors, d'abord, pourquoi parler de victoire de l'Occident? Je pense que il faut regarder les choses de façon générale et pas directement impliquer des considérations morales. Les considérations morales sont tout à fait légitimes, mais on ne peut pas les faire primer sur tout le reste au point de nier l'importance des considérations géostratégiques, donc des relations internationales, je dirais au sens le plus général de cette expression. Quel était l'objectif géostratégique des Occidentaux, de l'Occident, qui est une masse relativement cohérente, qui s'exprime via l'OTAN sur le plan militaire? C'était d'éviter que les Russes, donc quand je dis les Russes, c'est pas les gens, c'est pas le peuple, c'est évidemment le régime russe, ne l'emporte trop facilement en Ukraine, ce qui aurait risqué de leur donner, de les enhardir en quelque sorte, et donc de les voir surenchérir et s'en prendre ensuite directement ou indirectement aux États baltes et pourquoi pas à la Pologne. Alors ceux à qui ça paraît inconcevable devraient tout de même regarder l'histoire. L'impérialisme russe, on est fatigué de devoir le rappeler parce que c'est très souvent le cas dans le débat public aujourd'hui, on a des positions très très radicales d'un côté comme de l'autre, et donc la plus petite nuance nous vaut directement d'être taxé de diabolique ou de quoi que ce soit. Donc l'histoire de l'impérialisme russe, l'histoire de la Russie démarre en fait géographiquement dans la zone de Kiev, disons, actuelle, ce qui ne veut pas dire que Kiev est une zone russe, donc je ne rentre pas dans ces considérations, mais l'histoire le montre, part de là pour se terminer sur finalement en face du Japon. Donc l'impérialisme russe est une réalité millénaire et qu'on ne peut évidemment pas contester et qui joue un rôle incontestablement jusqu'à nos jours. Okay. Donc l'idée, c'était que les Russes n'est pas trop facile, parce qu'en 2014, quand ils ont repris la Crimée, bon, ils l'ont fait de manière, avec une grande virtuosité, une grande rapidité, et donc voilà, donc ils se sont refait une terrible crédibilité militaire qu'ils avaient perdue avec la chute de l'URSS. Alors ça, cet objectif, il est atteint, parce que là, quelles que soient les sympathies que les uns et les autres peuvent avoir, on ne peut quand même pas nier que sur le terrain, les résultats strictement militaires, qui s'apprécient d'abord et avant tout, on l'oublie parfois en termes territoriaux des Russes, ne sont vraiment pas brillants. C'est le moins que l'on puisse dire. Il faut se rappeler la pantalonnade quand ils ont encerclé Kiev. On a dit que c'était un mouvement dérivé ou tout ça était faux. Pantalonnade militaire, dont les Russes finalement sont sortis complètement vaincus. Et maintenant, ils ont pris des territoires, effectivement, certes, mais les forces ukrainiennes soutenues par l'OTAN leur en ont repris déjà une fraction assez significative, je dirais. Donc, c'est le résultat en termes strictement militaires des Russes ici est piteux. Donc la leçon, au-delà de ces considérations, quelle est-elle? C'est que les Russes ont démontré sur le terrain de manière très claire qu'ils n'ont absolument pas le pouvoir d'être une menace pour l'OTAN. Parce qu'en Ukraine, ils sont confrontés à du matériel militaire de l'OTAN, ce qui n'est pas peu de choses, c'est clair. Ils sont confrontés aux capacités de renseignement, comme on dit, donc les satellites qui leur donnent des informations sur la situation des troupes russes, donc en l'occurrence de l'OTAN. C'est vrai, mais ils ne sont pas confrontés à l'OTAN. L'OTAN, ce sont des armées. L'OTAN, c'est l'armée des États-Unis avec son budget annuel de 700 milliards de dollars. Donc ils sont confrontés ici, on pourrait dire, à une version ultra light de l'OTAN. Et déjà, cette version ultra light de l'OTAN les tient en échec et de manière assez, je le disais à l'instant, piteuse. Donc l'objectif géostratégique de l'Occident dans cette affaire, il est atteint. Il est évident que les Russes ont démontré sur le terrain leur totale incapacité à constituer aujourd'hui, et dans un avenir, je dirais, proche et mesurable, la moindre menace pour l'OTAN. Donc nous avons, je dis nous, c'est l'Occident, de ce point de vue-là, a atteint effectivement son objectif. Et il y a tout lieu de s'en réjouir. Écoutez, très sincèrement, je veux dire, il faut quand même regarder les choses avec un peu de recul. Je préfère vivre dans un régime en dépit de tous leurs défauts. Vous savez, rien de ce qui est humain n'est parfait, comme les États-Unis, l'Angleterre, même la France ou la Belgique, qu'en Russie. Il faut quand même regarder les conditions concrètes de la vie, ce que ça signifie de vivre dans des régimes comme la Russie ou comme la Chine. Donc oui, je pense qu'il y a des motifs de s'en réjouir. Mais le fait est qu'au-delà de savoir si on s'en réjouit ou pas, c'est un fait. Alors, nous avons maintenant dominant dans l'administration américaine au pouvoir, c'est-à-dire les démocrates, M. Biden, une espèce de renaissance du néoconservatisme de l'époque Bush, c'est-à-dire une espèce de vision ultra belliciste et surtout maximaliste
C'est-à-dire qu'il y a tout un certain nombre de gens dans l'entourage de M. Biden, au sein du Parti démocrate aujourd'hui, vraiment, c'est la renaissance des Paul Wolfowitz, etc., de l'époque de Bush Junior, qui considèrent qu'il faut aller jusqu'à un écrasement de la Russie. Il faut aller jusqu'à une guerre totale au besoin, un changement de régime en Russie. Alors, cette vision des choses, que partagent paradoxalement un certain nombre de gens qui sont, disons, woke sur d'autres sujets. Donc, vous voyez un peu l'espèce de folie, d'une certaine façon, qui s'est emparée d'un certain nombre d'esprits dans la gauche démocrate américaine. Cette vision des choses, cette vision maximaliste, me paraît délirante. Il faut tout de même se rappeler, d'abord, comme je le disais à l'instant, que nous avons atteint très clairement, nettement, de manière indubitable, notre seul véritable objectif géostratégique, démontrer l'incapacité militaire des Russes à constituer une menace sérieuse pour l'OTAN, c'est fait. C'est fait. C'est la première chose qu'il faut effectivement acter parce que c'est la vérité rationnelle. Mais il faut quand même se souvenir par ailleurs que la Russie est la première, on peut dire ça dépend du nombre d'armes de leur puissance, première ou deuxième, elle est dans les deux premières puissances, avec les États-Unis évidemment, militaires mondiales. Vouloir un changement de régime, on ne parle pas, déjà ici on échoue à le faire en Corée du Nord, on ne parle pas on ne parle pas du Venezuela, hein, on ne parle pas de Cuba, où on a d'ailleurs aussi échoué quand on a essayé d'obtenir un changement de régime. On parle de la première puissance. Donc, cette vision des choses, elle risque donc cette espèce de vision maximaliste, cette renaissance woke du néoconservatisme. Je sais que ça paraît un grand, mais c'est la réalité. C'est la réalité idéologique américaine. Et quand je dis américaine, c'est parce que c'est évidemment les Américains qui décident de la façon dont les choses vont évoluer. Les Européens ne sont guère mieux que des spectateurs actifs, je dirais, dans cette affaire. Et donc, on risque d'en arriver à quoi? On est déjà, en fait, aujourd'hui, dans une logique d'escalade, mais escalade, encore une fois, avec un régime qui est un régime première puissance nucléaire mondiale. Et puis, finalement, pour quel résultat? À supposer même qu'on obtienne un changement de régime en Russie, mais qui dit que succédera à Poutine quelqu'un de plus aimable? Qui dit que ce ne serait pas exactement le contraire et qu'on n'aurait pas l'équivalent d'un Kadyrov, le charmant chef de guerre tchétchène, qui succéderait à M. Poutine? Qui peut assurer aujourd'hui qu'un changement à supposer, parce qu'un changement de personne n'est pas un changement de régime, si on se débarrasse de M. Poutine, qui nous dit que le régime ne restera pas tout simplement en place, qu'il ne va pas, dans l'heure, se radicaliser? Rien ne permet de faire ce genre de projection. Et puis, qu'est-ce qui nous permet, surtout en tant qu'Occident, de vouloir commencer à provoquer des changements de régime? On va aussi provoquer un changement de régime demain en Chine. Il faut être très prudent avec ce genre de. Enfin, c'est une vision là qui est proprement impérialiste. Bien. Alors, pour dire les choses de manière positive, donc cette logique d'escalade, à mon avis, est condamnée à l'échec et elle risque de déboucher finalement sur la destruction de l'Ukraine. Parce qu'il faut toujours se rappeler que les Américains ne souffrent pas directement de cette affaire. Les Européens souffrent, c'est parce que nous nous sommes mis nous-mêmes sur le plan énergétique dans une situation impossible. Donc, ce n'est pas les Russes, ce n'est pas les Ukrainiens, ce n'est pas les Américains qui nous ont mis dans la mouise. Nous, en Europe, ce sont nous, nous-mêmes. Ce sont nous. C'est nous, les Européens, qui avons décidé d'adopter cette politique énergétique ultra-écologiste, délirante en réalité, anti-scientifique, donc nous sommes la cause de nos misères. Mais qui sont les principales victimes dans tout ça? Ce n'est pas les Européens qui ont froid et qui demain risquent effectivement d'avoir faim. Ce sont les Ukrainiens. C'est l'Ukraine. L'Ukraine est en train de se faire détruire. Pan de territoire après pan de territoire, centrale électrique après centrale électrique. Il y a ici une destruction de l'Ukraine. Alors, quand on parle d'escalade avec un régime nucléaire, il y a toujours un risque que personne ne peut exclure, c'est un conflit nucléaire, et même de faible intensité. Quel en serait le théâtre? Ce ne serait pas, selon toute vraisemblance, Washington, Francfort ou Paris. Ce serait Kherson, Kharkov ou Kiev, une autre cité en Ukraine. Donc cette logique de l'escalade qui risque effectivement de mener à un conflit nucléaire, la première victime en serait évidemment l'Ukraine. Et donc ces gens qui prétendent parler au nom de l'intérêt de l'Ukraine, qui prétendent avoir à cœur les intérêts de la population ukrainienne, devraient tout de même regarder cette réalité, à savoir que la logique de guerre totale, la logique maximaliste, la logique d'escalade, de changement de régime à Moscou, ça aurait paru aberrant il y a encore 5 ans. Aucun dirigeant américain il y a encore 5 ans n'aurait prétendu aller jusque-là. On parle de choses sérieuses ici, on ne parle pas simplement de changer un parti dans une coalition gouvernementale belge ou hollandaise. On parle de choses sérieuses. Donc, tout cela risque de détruire, de mener finalement à la destruction de ce que l'on prétend d'abord et avant tout protéger, c'est-à-dire l'Ukraine et la population ukrainienne. Alors, comment en sortir? Mais si ce n'est par des négociations. Il y a un certain nombre de voies aujourd'hui dans le monde
effectivement, qui sont quand même des voix significatives et qui s'élèvent en faveur de la négociation. Quelle en serait l'issue? Je pense qu'on peut en dessiner les contours. Quels seraient les éléments, je dirais, d'un accord? La Crimée, elle est russe. Elle est historiquement russe. Elle est ethniquement russe. Elle restera russe. Je pense que tout accord devra reconnaître ce fait. J'en fais le pronostic. Je suis tout à fait prêt à ce qu'on me prenne en tort, comme toujours. Hein, c'est toujours l'avantage d'être prêt à la contradiction, si effectivement je me trompe. Puis il y a le deuxième point, c'est donc ce qu'on appelle, pour simplifier, la région, donc il y a les oblasts, donc la région du Donbass. Cette région est historiquement contestée. Cette région faisait l'objet des accords de Minsk, qui n'ont été respectés ni par les Ukrainiens, ni par les Russes sur place, je dirais, parce qu'il y a toute une espèce d'argutie juridique pour savoir si la Russie était partie aux accords. Peu importe, au-delà de tout ça, donc ça c'est la vraie zone de contestation. C'est le Donbass. Alors le Donbass, il faut se rappeler qu'en 2014, ce n'est pas de la propagande d'un côté ou de l'autre, ce sont des faits. Respectons les faits. On parle ici de la souffrance de millions de gens, ne serait-ce que par décence à leur égard. Évitons de reprendre des éléments de propagande. Là, en 2014, il y a eu ce qu'on appelle en Ukraine un coup d'État, c'est-à-dire qu'un président pro-russe a été remplacé dans la violence, en piétinant le droit ukrainien, la constitution ukrainienne, par un président pro-américain. Ça, c'est un fait historique qui n'est pas contestable. Ensuite de quoi, il y a eu effectivement des frictions, et puis en fait un conflit militaire de faible intensité, mais qui a fait 13 000 morts. Alors, encore une fois, pas de propagande, ce ne sont pas 13 000 civils russes ethniques qui ont été tués par le gouvernement ukrainien. Non, ce n'est pas vrai. C'est 13 000 victimes des deux côtés, et en majeure partie. Il y a eu beaucoup de civils aussi, très malheureusement, évidemment. Les civils qui meurent, c'est toujours quand même regrettable, quel qu'en soit le camp, et des combattants, effectivement, pro-russes, russes ethniques, peu importe, dans le Donbass, et ukrainiens de l'autre. Donc, il faut trouver une solution par rapport à ça. Je pense qu'une solution serait d'avoir un référendum, mais sérieux, pas l'espèce de parodie grotesque que vient d'organiser le régime russe, un référendum sous l'égide, je ne sais pas, des Nations Unies, enfin, en tout cas de parties tierces sérieuses, sur effectivement le devenir de ces territoires. Parce qu'il faut trouver une solution. On ne peut pas simplement dire ils sont russes comme ça. On ne peut pas simplement dire ils vont redevenir ukrainiens comme ça. Ce ne serait que reporter le problème de quelques mois, au mieux de quelques années. Et enfin, il faudrait probablement s'entendre sur un régime pour l'Ukraine qui ne soit pas une simple adhésion à l'OTAN. Je pense que cela, très honnêtement, n'arrivera pas. Donc, je me résume. Mais c'est un sujet qui est dense et complexe, et je crois qu'il faut être très précis. Donc parfois, c'est bien d'être un peu plus long quand ça permet effectivement d'être précis. Je me résume. Le véritable objectif géostratégique des Occidentaux dans cette affaire est atteint définitivement de maîtresse façon. Parce qu'attention, l'atteindre, ça a supposé, pour les Américains essentiellement, comme avec un peu l'aide des Européens, d'aider militairement avec du matériel et du renseignement, sans rentrer en guerre directe, avec des troupes notamment, contre la Russie. Donc c'est quelque chose d'assez magistral en réalité. Donc cet objectif est atteint. La victoire géostratégique que nous, l'Occident, nous pouvions attendre de cette affaire, nous l'avons obtenue. Et donc, comme je le disais en introduction, prenons garde à ne pas transformer cette incontestable victoire géostratégique en défaite, en conflit nucléaire et en destruction intégrale de l'Ukraine et de sa population. Voilà, ce sont les quelques considérations, avec ce ton parfois un peu, disons, engagé, en tout cas, pour ne pas dire passionné, qui est le mien. J'espère relativement rationnel et factuel, en tout cas sur le fond, que je voulais humblement partager avec vous sur cet épineux dossier. Encore une fois, dans les commentaires, à condition de ne pas s'insulter les uns les autres, n'hésitez pas à me contredire, à porter à ma connaissance des éléments factuels que j'aurais complètement manqués, ou ratés, ou contrefaits, involontairement. Très honnêtement, j'essaie d'être le plus factuel possible, surtout sur des sujets pareils. Et je vous dis à bientôt